pas. Ça enregistre là? Oui, 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 oui. Non mais attends, on va le chercher. Tiens. Attends, c'est des trucs, faut quand même le dire. Il suffit de l'ouvrir au hasard et de voir ce qu'on Je suis trouve. tombé sur la bonne page. Bon, Alors ça écoutez, c'est tiré du livre Condorcet de Elisabeth et Robert Badinter qui est paru, alors j'ai lu ça en son temps quand c'était sorti. Chez Fayard. C'est sorti en 88. Voilà. Et moi j'ai dû lire ça, je m'étais cassé la patte en 89 pendant les festivités là, du bicentenaire de la Révolution française, j'avais la patte cassée et je me suis lu ça. Alors je trouvais ça génial évidemment, j'avais pas le recul, j'y connaissais pas grand chose. Il aurait mieux valu aller voir les feux d'artifice. Ah ben je les ai vus de ma fenêtre. Je les ai vus de ma fenêtre. Alors, voilà, voyons voir. La vertu au pouvoir, c'est déjà très... Voilà. Alors, voilà, l'événement qui inaugure, alors c'est dans le livre, page 124, à partir de la page 124, hein, l'événement qui inaugure réellement le ministère de Turgot est l'arrêt du Conseil du 13 septembre 1774, établissant la liberté du commerce des grains et des farines à l'intérieur du royaume. Depuis de nombreuses années, aucune question d'administration n'a été plus discutée. Alors là, je confirme, hein, ça n'arrête pas. Turgot pense que la liberté du commerce est, je cite, l'unique moyen de prévenir autant qu'il est possible les inégalités excessives dans les prix. Voilà, ça c'est une théorie. C'est ce que pense Turgot et ce que pensent les physiocrates. C'est ce que pense l'OMC aujourd'hui et ce qu'on nous C'est tout le temps. C'est ce qu'on nous bassine depuis plus de 2 siècles. Sur l'instant, l'arrêt du 13 septembre est accueilli avec satisfaction, mais manque de chance, le prix du pain augmente notablement à la fin de l'année 74. Alors j'aimerais qu'on m'explique. Qu'est-ce que c'est que ce manque de chance qui fait que le prix du pain augmente à la fin de l'année 74, alors que la liberté la liberté de fixation des prix, c'est bien ça, hein, la liberté du commerce est instaurée le 13 septembre. Qu'est-ce qu'il y a comme événement entre septembre et la fin de l'année? La récolte, elle est passée. La récolte, c'est juillet-août. Ah, les lois du marché non. sont impénétrables. Alors là, je suis désolée, mais là, de dire manque de chance, c'est une manipulation. Ça, c'est pas possible. Non, c'est vrai, du moment que les prix, du moment que la moisson est rentrée, depuis, au 13 septembre, elle est rentrée, la moisson. La moisson, c'est juillet-août. C'est pas après. Si les prix augmentent entre septembre et la fin de l'année, c'est que c'est la libéralisation qui a augmenté les prix. C'est pas la moisson. Donc c'est pas un manque de chance, ça. Alors que le but théorique, comme d'habitude avec les libéraux, c'était de les faire baisser. C'était de les faire baisser. Ça n'arrive jamais. Ça a été prétendu. On a prétendu que non. Turgot était plus honnête que ça. Turgot, il disait, oui, les prix vont monter, mais c'est bien. Voilà. Non, il disait, les prix vont monter, mais c'est bien. Mais là, ce que disent les Badinter, c'est manque de chance. Non, c'est pas manque de chance. C'est la libéralisation qui fait monter les prix. Pourquoi? Parce que les marchands qui possèdent du grain, leur intérêt, c'est de les vendre plus cher. Donc, ils font monter les prix. Et donc, si j'ai bien compris, cette libéralisation, ça retire à l'État, donc au roi, le droit, par exemple, d'assurer un maximum. Exactement, de taxer. De taxer. Ce qu'on appelle la taxation. Du moment que c'est le marché qui fixe le prix, c'est plus le roi. Le roi ou le peuple. Hein. Il n'y a plus d'interventionnisme étatique possible. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Avant, il y a la police des grains qui dit le prix ne doit pas dépasser tant. Alors, le prix peut monter dans certaines circonstances parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a un renchérissement du fait que, je sais pas moi, que les routes ne sont pas praticables et qu'il peut arriver que faire arriver le blé au marché représente plus cher à certaines périodes qu'à d'autres, mais c'est justifié. Tandis que là, ça monte sans justification puisque la récolte est rentrée. Donc la police des grains est chargée d'une mission de surveillance des prix. Absolument. Surveillance des prix, surveillance des marchands, surveillance des marchés, surveillance. La police des grains... elle est sur le dos des marchands, des acheteurs et des vendeurs pour faire en sorte que tout le monde puisse se servir au meilleur prix. La police des grains est là pour défendre le consommateur. Et là, elle ne défend plus le consommateur. Donc voilà, manque de chance, le prix du grain augmente, c'est pas du manque de chance, c'est parce que les marchands l'ont fait augmenter. Alors, la guerre des farines, sous-chapitre la guerre des farines. Maupeou signale dans son journal que, je cite, on commence à murmurer beaucoup contre l'arrêt du Conseil qui laisse une liberté entière aux fermiers de vendre au marché ou chez eux. Ben voilà, ça c'est là, hein, on est bien d'accord. Et alors, ah oui, ce qu'il dit aussi, c'est que La Harpe et Voltaire manifestèrent leur enthousiasme par lettres, pamphlets et articles, comme le faisait remarquer l'abbé Baudot, les deux extrémités du peuple ne l'entendent point, savoir les gens de la cour du premier étage de la ville et ceux de la basse populace. Voilà. Il y a deux catégories qui sont incapables de comprendre à quel point c'est génial de libéraliser, c'est les gens de la cour et la basse populace. Ça fait du les gens de la cour, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y avait des gens dans l'entourage du roi qui n'étaient pas d'accord. D'accord. Hein. Voilà. Je ne sais pas lesquels en l'occurrence. Hein. Alors, je reprends.
La mauvaise récolte ranime tous les préjugés populaires et permet aux ennemis de Turgot et au Parlement, dans la noblesse, le clergé et la finance de se manifester. Je suis absolument pas d'accord. La mauvaise récolte, c'est pas fin 74. Si la récolte était mauvaise, on le sait depuis le mois d'août. Or, il n'en a pas été question. Donc, c'est pas la mauvaise récolte. Les stocks étaient dans les silos, c'est pas ça. Absolument. C'est absolument pas ça. Et ranime tous les préjugés populaires. C'est quoi les préjugés populaires? Là, on a un choix lexical qui est... Absolument. C'est d'abord ranime comme si c'était régulier. En plus, c'est pas ranime, c'est anime. Tous les préjugés populaires. Je suis désolé. Le peuple n'est pas pour la libéralisation. Qu'est-ce qui permet de dire que c'est un préjugé? Qu'est-ce qui permet de dire que quand le peuple émet un jugement, c'est un préjugement? Je suis pas d'accord. Moi, quand j'étais à la fac, j'avais une prof, chaque fois que je disais un truc qui lui plaisait pas, elle disait c'est un préjugé. Non, c'est pas un préjugé. Je peux émettre un jugement qui n'est pas un préjugé. Préjugé, ça veut dire, avant de réfléchir, avant d'avoir examiné, j'émets déjà mon avis. Non, c'est pas le cas. Donc, le peuple n'est pas d'accord avec le libéralisme, et ce n'est pas un préjugé. Or là, il est bien dit, la mauvaise récolte, c'est faux, ranime depuis quand tous les préjugés populaires. Quels préjugés? Et permet aux ennemis de Turgot au Parlement, dans la noblesse, le clergé et la finance, de se manifester. La noblesse et le clergé, et la finance, rajoute-t-on, la noblesse et le clergé, c'est ce qu'on va nous bassiner. À la Révolution, c'est la noblesse et le clergé qui ont été renversés par les tiers-États. On prépare les esprits à ce que va être la grande trouvaille de la Révolution, le renversement de la noblesse et le clergé. Moi, je suis désolé. Les ennemis de Turgot, dans la noblesse et le clergé, je suis désolé, également dans la noblesse et le clergé, il y avait des gens qui étaient d'accord avec Turgot. Notamment mais surtout dans la finance, me semble-t-il. Et alors exactement, et la finance, et surtout dans la finance, clairement. Sauf que dans la finance, il y avait Necker et que Necker n'était pas d'accord. Mais de là à dire dans la finance, comment? Tous les gens qui avaient investi dans les blés, notamment Voltaire, ils n'étaient pas d'accord avec le libéralisme. Allons. Alors, le 18 avril 75, des troubles éclatent à Dijon, mais c'est à Beaumont-sur-Oise, le 27 avril, que commence ce que l'on a appelé la guerre des farines. Des hommes pillent les boulangeries où l'on vend le blé exorbitant de 32 livres. Ah bon, pourquoi? D'abord, ils n'ont pas pillé les boulangeries, ils ont sorti le pain et l'ont vendu au bon prix. Le bon prix qui est donc... Le bon prix qui est le prix que le prix du pain, le prix que le peuple peut le payer. C'est ça le bon prix. Alors, les troubles reprennent 2 jours plus tard à Pontoise et s'étendent à Saint-Germain et dans les environs. Le 2 mai, l'émeute gagne Versailles où le prince de Poix commet la faute de faire vendre le pain à 2 sols. C'est quoi la faute? Le prince de Poix voit arriver une émeute qui dit du pain, taxation, taxation. Il sent que le palais de Versailles est, on pourrait dire qu'il est en danger, mais enfin disons que l'émeute s'approche. Le prince de Poix s'approche des manifestants et leur dit qu'est-ce que vous voulez? Du pain, mais encore. On veut du pain à 2 sols. Eh bien, qu'à cela ne tienne, dit-il, puisque pour arrêter l'émeute, il suffit de mettre le pain à 2 sols, ce qu'on a toujours fait depuis la nuit des temps. Il met le pain à 2 sols. Et monsieur et madame Badinter appellent ça commettre la faute de. Il commet la faute de. Et en note, il est dit ceux qui revenaient à enfreindre la politique de Turgot. C'est clair qu'il a enfreint la politique de Turgot. Est-ce une faute? Est-ce une faute? Moi, j'aurais dit le prince de Poix prend sur lui d'appliquer la loi d'avant l'arrivée de Turgot, la loi antérieure, et de donner satisfaction au peuple, qui permet aux gens de manger à un prix qu'ils peuvent payer. Or, il est dit dans ce livre, il commet la faute. Donc, il enfreint la loi, c'est clair. Est-ce une faute? La loi, sous leur plume, cette loi, enfin qui a une anti-loi, paraît inviolable, qui est simplement la loi du marché. Or, il est de fait, moi qui connais un petit peu le truc, que le roi a regretté. Il a dit au prince de Poix, vous n'auriez pas dû faire ça. Pourquoi? Parce que le roi était persuadé que Turgot avait raison. Le bassiné du matin, du midi, le soir. Turgot avait vraiment une grande influence. Il avait une grande influence. Turgot avait beaucoup d'ascendant sur le roi. Il avait une vingtaine d'années de plus. Il avait, je crois, une très belle prestance. Il avait un physique impressionnant. Il était d'une corpulence un peu majestueuse, assez beau, très calme. Et le jeune Louis XVI, qui avait 20 ans, qui n'avait pas connu son papa, ou presque, il était un peu impressionné, ébloui par Turgot, qui lui a expliqué, en lui prenant les mains, qu'il allait lui sortir son royaume. Bon, il l'avait beaucoup impressionné. Et le roi, ce jour-là, alors, le roi a reproché effectivement au prince de Poix de ne pas avoir obéi à Turgot, ce qui n'en fait pas pour autant une faute de la part du prince de Poix. Mais je sais que le roi, en donnant l'ordre d'obéir à Turgot, est rentré, il est arrivé, il a ouvert les fenêtres, donnant sur la cour, il a vu l'émeute, et il est rentré chez lui les larmes aux yeux.
C'est-à-dire que le roi comprenait qu'il y avait quelque chose d'incompatible entre la majesté royale, le rôle du roi et des horreurs pareilles. Alors il a compris après. Mais là, moi, je pense qu'il y a erreur grossière de la part du roi, faute, j'en dirais pas autant. Mais la faute du prince de Poix, je ne suis pas du tout d'accord. Mais on peut dire qu'une de ses erreurs a été de se laisser mal conseiller. Ben, il a été mal conseillé. De toute façon, il n'était pas préparé à régner. Un roi était préparé à devenir roi depuis son plus jeune âge. Et Louis XVI n'a pas été préparé, c'est son grand frère qui a été préparé. Et avant lui, son père. D'accord. Donc il est arrivé au trône sans avoir reçu la formation. Voilà. C'est ça le truc. Et il a été tout de suite entouré par des gens qui lui ont fait faire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Rappeler les parlements. Il y a, je pense que c'est le chancelier de Montpellier qui est venu le voir quand Louis XVI a rappelé les parlements. Les gens sont venus le voir en disant « Majesté, il faut rappeler les parlements ». C'est Louis XV qui avait renvoyé les parlements dans leur corps en leur disant « Bon, maintenant c'est terminé, hein, plus de l'injustice, de trucs comme ça, je vous rembourse vos charges et je reprends la direction de la justice, je n'ai plus besoin de vous ». Et une des premières mesures qui ont été prises par Louis XVI quand il est arrivé, ça a été de rappeler les parlements. Ce qui a été, c'est de ça qu'il est tombé, hein. Ça il reste, mais je veux dire, ça a été l'erreur grossière. Rentrer le verre dans le fruit. C'est vraiment. Et Maupeou est allé le voir en lui disant « Majesté, j'avais fait gagner au roi, votre aïeul, Louis XV, un procès qui durait depuis des siècles. Si Sa Majesté veut le reperdre, elle est bien le maître. » C'est-à-dire si toute l'amertume du monde qui était dans ces termes, c'est-à-dire que Maupeou, qui avait véritablement mis la magistrature à sa place, a vu l'œuvre de l'apogée de sa carrière, parce qu'il avait été un grand magistrat, mais ça c'était vraiment... Il a vu tout ça réduit à néant par le désir de bien faire et la naïveté d'un jeune monarque qui ne s'est pas rendu compte qu'il allait y laisser sa tête et son royaume, quoi. Voilà. Donc moi, c'est pas pour défendre Louis XVI, mais c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Louis XVI, à ce moment-là, a reproché au prince de Poix d'avoir commis une faute, mais l'auteur du livre n'est pas obligé de reprendre ça à son compte. Par contre, il a été confronté à ces émeutes de la faim à différentes périodes de son règne, dans des circonstances dès le début, là. Voilà, mais justement, plusieurs années après, il se retrouve, alors conseillé par d'autres personnes, mais dans une situation assez proche, puisque les femmes parisiennes viennent à Versailles au début de la Révolution, aussi pour réclamer du pain. Est-ce qu'il y a une comparaison possible? Parce que là il n'a pas fixé un prix en disant voilà, la question est réglée. Alors, je ne suis pas allé aussi loin dans les détails. Bon, je sais que la marche du pain, c'est vraiment récupérer le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire que le roi est le boulanger du peuple, le roi est c'est un symbole, le ramener dans la capitale. Bon, j'ai pas étudié ça de près. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu énormément de manipulation, que le duc d'Orléans aurait été des émeutiers déguisés en femmes et tout. J'ai pas de détails là-dessus. Ce que je sais, c'est que toutes les émeutes populaires, hein, je ne parle pas de la Révolution en tant que grande manipulation, renversement très préparé dans les clubs et tout, je parle des émeutes populaires. Toutes les manifestations du peuple autour de la Révolution, c'est sur le prix du pain. Les gens ont faim. Et c'est pas la noblesse et le clergé qui font que les gens ont faim. Page 128. Les émeutiers paraissaient suivre une marche déterminée. Bah oui, alors là, ils avaient une marche très déterminée. Ils suivaient les convois de grains. Bah oui. Alors moi, je peux te dire que la marche des émeutiers, elle était parfaitement déterminée. Elle suivait les canaux. Hein, parce que le blé était dans des barges, dans des péniches, et les émeutiers les suivaient. Donc la marche était très déterminée. On les a vus quelquefois sortir de leur poche des sommes considérables. Cette information n'est pas sourcée. Mais je sais d'où elle vient. C'est M. de Voltaire qui, de son domaine de Ferney, dont il n'a pas bougé pendant toute la période des émeutes, a écrit une diatribe dans laquelle il raconte, comme s'il y était, tout ce qui s'est passé pendant la guerre de Farine, où il expliquait que les émeutes, en fait, c'était quoi? Les émeutiers, c'était quoi? C'était des pauvres abrutis, parce qu'évidemment, c'est toujours des abrutis, excités par des curés, qui leur distribuaient des pièces d'or. D'accord. Hein, et qui leur disaient, pour manger mes amis, jetons le blé à la rivière. C'est logique, avec des pièces d'or, ils auraient pu acheter du pain, s'ils en avaient eu des pièces d'or. Tous les mensonges inventés par Voltaire, qui n'a pas bougé de Ferney pendant toute la période, et qui, Voltaire, était un acharné pro-Turgot. Moi, j'ai lu des lettres de Voltaire à Turgot, avant même qu'il soit intendant, c'est-à-dire dans les années 60, alors que c'est vraiment... Voltaire était un fanatique de l'esprit génial de Turgot, qui était un libéral de chez libéral. Et ce que Voltaire a écrit quand Turgot a quitté le gouvernement, la tristesse dont il a fait preuve, comme si c'était la fin du monde.
c'était la fin du monde. Quand Turgot est arrivé au pouvoir, Voltaire a dit que ça y est, il avait vécu assez vieux pour voir le salut de l'humanité, et l'inverse quand Turgot a été renvoyé. Et c'est donc Voltaire qui, dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas la date exacte, ça peut se retrouver facilement, a écrit une diatribe pour expliquer que la guerre des farines n'était que des émeutes organisées par des curés qui expliquaient aux gens, qui étaient assez bêtes pour le croire, que pour pouvoir avoir du pain, il fallait jeter le blé à la rivière, et qui, pour ce faire, leur distribuaient des pièces d'or. Et c'est ça que dit le livre, on les a vus quelquefois sortir de leur poche des sommes considérables. C'est de la calomnie. Il paraît que... Alors, on les a vus. Alors, si je ne m'abuse... Voilà, Voltaire a inventé ça, et on ne sort pas une information comme ça sans la sourcer. Mais justement, et si on ne source pas Voltaire, c'est parce que Voltaire est un menteur. Et si on donne cette information, c'est qu'on l'a lu, et si on l'a lu à la source. Donc, c'est pas... Voilà. Là, c'est vraiment un mensonge qui n'a pas l'excuse de l'ignorance. Voilà. Sinon, il n'en serait même pas fait Absolument, mention. c'est un mensonge de gens qui savent que c'est un mensonge. Et puis, la police a eu une attitude bien étrange. Les émeutes avaient été excitées. La police a eu une attitude extrêmement étrange, elle a refusé de tirer dans le tas. La police a refusé. C'est pas qu'elle a refusé d'ailleurs, c'est plus subtil que ça. La police a spontanément pris la défense des émeutiers. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas que la police a refusé d'obéir aux ordres, c'est que quand on a appelé la police et qu'elle a vu que la police a vu que les gens pillaient des boulangeries pour manger, ils les ont aidés. Ils les ont aidés puisqu'elle était là pour que les gens mangent. Bien sûr. Voilà. Alors pourquoi est-ce on a pillé des boulangeries? Les boulangeries, ils n'étaient pas du bon côté du système. Hein, les boulangers, alors je ne dis pas tous les boulangers, mais enfin les boulangers, ils avaient la capacité. Avant, c'était interdit pour un boulanger de faire commerce de grains. Le boulanger, il achetait de la farine et il revendait du pain. Il n'avait pas le droit d'acheter du grain. C'était interdit. Interdit, c'était les marchands de grains qui achetaient du grain. C'était extrêmement déterminé. Chacun avait son métier, chacun c'était extrêmement surveillé. De même qu'on ne pouvait pas acheter du grain trop loin de chez soi et le véhiculer ailleurs sans une justification. Absolument, on achetait du grain au marché. Il était interdit. Donc le marché local, quoi. Au marché le plus proche. Ouais, au marché le plus proche. Donc on vendait son grain au marché le plus proche. Et on ne montrait pas de blanche. Tout chargement de grains pouvait être tracé, ce qu'on appelle la traçabilité, ça fonctionnait. Toute cargaison de grains pouvait être tracée. Et les boulangers n'avaient pas le droit de faire de commerce de grains. Les boulangers faisaient commerce de pain qu'ils fabriquaient. Un boulanger vendait le pain qu'il avait fait. Il ne vendait pas le pain du voisin. Interdiction d'acheter pour revendre. Ouais, c'est fort ça. Interdiction d'acheter pour revendre. C'est vraiment une condamnation de tout un segment de l'économie moderne. Eh bien, Turgot a libéré les marchands. Ouais, libéré, entre guillemets. La morale voulait que si tu achètes pour revendre, il faut que tu aies apporté un plus. Ouais. Le principe d'acheter pour enchérir et pour revendre, c'est péché. Donc l'import-export, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. C'est péché. Et les Lumières vont renverser. Et ça, cette conception du commerce-là, est-ce qu'elle doit quelque chose au catholicisme ou est-ce que c'est une autre source? Complètement. Complètement. Oui. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des marchands. Mais il fallait qu'ils justifient le renchérissement. Puis les marchands étaient mal vus. Ils étaient mal vus. Les marchands avaient mauvaise presse. Un marchand, c'était toujours un peu un menteur, un voleur. Entre marchands et voleurs, il n'y avait pas des kilomètres. Donc il y avait des marchands. Mais ils étaient mal vus. Et il n'y avait surtout pas de marchands de blé ou de pain, autres que les gens, comme j'ai dit, extrêmement surveillés et répertoriés, enregistrés et tout. D'accord. Mais même quelqu'un qui achetait un produit X et qui le rendait au même prix, bon c'est absurde, ça sert à rien, mais qui faisait ça n'avait pas le droit, parce que c'est pas de la spéculation, de revendre. Si. Mais le principe du pantalon à une jambe, ça n'existait pas. Le pantalon qu'on achète, qu'on revend, c'était pas envisagé. D'accord. Le pantalon à une jambe, c'est totalement contraire à tout l'esprit d'Ancien Régime. Ça, c'est le truc, c'est par définition l'horreur. On en est à la guerre des farines, là. Voilà. Il dit, on pille les boutiques et on vide dans la Seine des bateaux chargés de blé. Alors c'est formidable, ça. Le 3 mai, on apprend que la fouille pille des boutiques et vide dans la Seine des bateaux chargés de blé. Comment est-ce que les gens peuvent-ils avoir faim, chercher du blé et le jeter à l'eau? Ça paraît absurde. Ouais. C'est complètement... Ils sont fous, hein. Ils sont bêtes. Ils ont faim et ils jettent du blé. Ils ont faim et ils jettent du blé. Ben oui, mais du blé de quelle qualité?
Hein, on pourrait le dire quand même, Ah bah oui, qu'on a disons-le. prétendu vendre au peuple du blé avarié. Et le peuple veut du blé sain, pas du blé avarié. Mais c'est On terrible pourrait parce que dire le quand fait on de y ne est. pas le préciser change mais complètement le sens de la phrase. Mais complètement. Moi, je sais que les Parce gens que voulaient pas. des gens qui ont faim ne jettent pas des aliments dans l'eau. Exactement. Voilà. On pourrait le dire quand même. Le Parlement fait afficher dans Paris un arrêté interdisant les attroupements, mais promettant que le roi sera supplié de diminuer le prix du pain. Ça, c'est clair. L'incroyable est que les émeutiers avaient prévenu qu'ils viendraient dans Paris et qu'ils aient pu réaliser leur plan et piller les boulangeries armés de leur seul bâton. Pourquoi est-ce incroyable? Les gens ont dit, nous voulons du pain à bon prix, et si on ne nous le donne pas, on viendra le chercher. Qu'est-ce que ça a d'incroyable? Le noir, lieutenant de police, se révèle incapable de prévenir les troubles. Ah bon? Attends. Le noir, il est incapable de prévenir quoi? Le noir sait que si les gens ont faim, ils viendront chercher du pain. On lui demande de prévenir quoi? C'est quoi être capable là? On C'est lui tirer demande dans la quoi, foule? de réprimer Mais on lui les demande de meutes. tirer dans la foule, c'est quoi? Le soir même, Turgot devient le maître des opérations. L'autorité militaire placée sous ses ordres renvoie le noir, qu'il remplace par un homme de confiance, Albert, intendant du commerce. On y est. L'autorité militaire placée sous ses ordres renvoie le noir. C'est-à-dire qu'on avait la police, maintenant on va avoir la troupe. On fait venir la troupe. Hein? C'est bien ça qui est dit. Et on remplace le noir, qui est lieutenant général de police, donc chargé de l'approvisionnement et des grains, par Albert, intendant du commerce, c'est-à-dire un physiocrate de chez physiocrate. Juste une chose, la police donc chargée de la surveillance des prix, enfin, mais est-ce que c'est la seule tâche de la police vraiment? Non, mais il y a la police, La c'est sécurité propreté. intérieure. Voilà, c'est pas courir après les voleurs, clairement. D'accord. C'est pas courir après les voleurs. La police, elle est en charge de la religion, de la propreté, des subsistances. La police est en charge de tout ce qu'on met à l'heure actuelle sous la responsabilité d'une municipalité. D'accord. Tu regardes les attributions d'une mairie, hein, l'hygiène, la sécurité, les Donc y transports, compris le la machin, voirie, ce la genre voirie, de voilà, choses, tout ça. d'accord. C'est ça la police. D'accord. C'est ça la police. La police, c'est ça. Et le traité de la police de Delamarre, qu'on trouve dans toute bonne bibliothèque et qu'on peut trouver également sur Internet, elle t'explique tout ça dans les détails. Donc on remplace la police par la troupe. C'est bien, la troupe, elle va nettoyer les rues, elle va s'assurer que les lampadaires sont allumés. C'est quoi la troupe? La troupe, ça veut dire que on remplace la police par l'armée pour tirer dans le tas. C'est bien les lumières. Alors, on remplace le noir par un intendant du commerce. Alors, un intendant du commerce, c'est un monsieur qui œuvre pour le bien des marchands. Hein, son nom l'indique, puis c'est un physiocrate de chez physiocrate, Albert. Ouais, quand un lobbyiste prend la direction des armes, c'est que ça devient... C'est exactement ça. C'est le modèle lobby. de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme autoritaire, le modèle chilien à la Pinochet, ce genre de choses. C'est exactement ça, mais oui, c'est la tyrannie, c'est la dictature. C'est la dictature. Il charge Albert devient intendant du commerce, il charge le maréchal de Biron de faire cesser les pillages et convoque le Parlement le 5 pour un lit de justice à Versailles. C'est quoi faire cesser les pillages? C'est arrêter la foule. Et alors ce qui s'est passé, moi ce que j'en sais, c'est que la police a été appelée, parce qu'il y a effectivement des boulangeries qui ont été pillées, maintenant ils ont été pillées parce que les gens voulaient du pain. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la police? Elle a aidé les émeutiers. Parce que la police ayant toujours été là pour protéger la population contre les marchands, quand elle a été appelée dans le cadre de la guerre des farines, elle a fait ce pourquoi elle a toujours été là, c'est-à-dire qu'elle a fait partie des gens qui avaient faim contre les gens qui possédaient le blé. Hein, ils se sont fait monter les bretelles. Le 10 mai, la guerre de farine est terminée. Le lendemain, Turgot a le geste d'accorder une amnistie générale. Ah oui, et les gens qu'il a pendus, c'est quoi? Il a fait pendre des émeutiers. Posthume. C'est une amnistie générale des survivants. Voilà, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on dire le geste d'accorder une amnistie générale? Il y a eu des pendus. Le geste, c'est comme s'il leur avait fait une fleur. Il leur a fait une fleur. Les gens avaient faim. La guerre des farines, c'est une guerre, c'est une révolte de la faim. Durant tous ces événements, Condorcet est à Ribemont. Il a pu constater l'incurie des troupes contre les pilleurs à Saint-Quentin et à Soissons. Malheureux d'être éloigné de son ami, il lui consacre néanmoins tout son temps en rédigeant une défense énergique de sa politique économique. Donc là, on parle de Turgot. Ouais. Et là, on parle de Condorcet. Hein. Condorcet rédige une défense énergique de sa politique économique et il a dit, ce n'est pas non, ça c'est Turgot qui avait dit, ce n'est pas au peuple de diriger, c'est à la loi. Mais Turgot a dit, ces gens-là ne comprendront qu'avec la force. Ce n'est pas la rue qui gouverne, on a souvent entendu ça ces dernières années. Voilà. Ouais.
Le clan Turgot va même jusqu'à parler de complot. Voilà comment Elisabeth et Robert Badinter nous présentent la guerre des farines dans Condorcet, un intellectuel en politique. Ben voilà, c'est censé être des gens de gauche, hein, si je me souviens bien. Moi, quand j'ai lu ça, alors j'étais de gauche, hein, j'ai lu ça en 88, j'étais même pas loin de l'extrême gauche, hein, je commençais vraiment à frayer dans ce milieu-là. J'arrivais du Parti Socialiste, hein, moi j'ai fait quelques temps au Parti Socialiste et je croyais que ces gens-là étaient de gauche.